Bienvenue dans la deuxième partie du 7-9. Merci d'être avec nous, fidèle à votre rendez-vous Toute Info du matin. Tout de suite le journal. Voici les titres. Hossein Wardi, le ministre de la Santé, rassure. Aucun cas d'infection par le virus Ebola n'a été détecté au Maroc. Les autorités sanitaires marocaines sont en contact permanent avec l'OMS, mais aussi avec les pays gravement touchés par l'épidémie. Le chef de la diplomatie marocaine est actuellement en visite en Palestine. Salah Eddine Mezouar a remis hier à Ramallah un message du souverain au président palestinien. Le Maroc s'est dit prêt à participer à la conférence des donateurs pour reconstruire Gaza. Une reconstruction qui va nécessiter au moins 5 ans et près de 6 milliards d'euros. Et puis, nous reviendrons dans cette édition sur cette première journée du sommet de l'OTAN au Pays de Galles. C'est la crise ukrainienne qui est à l'ordre du jour. Le président ukrainien Petro Porochenko promet la signature d'un cessez-le-feu aujourd'hui à la mi-journée. Mais d'abord, pour commencer, sachez que le Maroc a pris part au forum de l'initiative mondiale contre la torture à Genève. Forum lancé en mars dernier pour promouvoir la ratification universelle de la Convention des Nations Unies. À l'origine de cette initiative, le Maroc, le Chili, le Danemark, le Ghana et l'Indonésie. Les promoteurs de ce projet considèrent le combat contre la torture comme un choix démocratique et stratégique irréversible et un engagement ferme en faveur de la protection et la promotion des droits de l'homme. Le forum s'est déroulé en présence de plusieurs acteurs des droits de l'homme et des diplomates, dont les représentants des pays signataires de cette initiative contre la torture. Et direction nos provinces du Sud à présent, avec ces chiffres dévoilés hier par le ministre de la Communication et le porte-parole du gouvernement. Selon Mustafa Al-Khalfi, 14 000 étrangers de 35 nationalités différentes ont visité les villes de Laayoune et de Dakhla, et ce de janvier à août 2014. Des étrangers qui ont d'ailleurs pu circuler en toute liberté. Le ministre a souligné que ces délégations se composaient de missions diplomatiques, de parlementaires, de journalistes, de chercheurs et de représentants d'ONG de droits de l'homme. Ils ont communiqué avec l'ensemble de la population. Mustafa Al-Khalfi a par ailleurs démenti l'existence d'un quelconque siège sécuritaire dans les provinces du Sud. Il a rappelé dans ce sens les cas d'expulsion de certains étrangers venus dans quelques villes du Sahara marocain sans respect des procédures légales lors de l'exercice de leurs activités ou leur participation à des événements qui portaient atteinte à l'ordre public. Et toute autre chose à présent, ce matin, nous vous emmenons à Casablanca, plus précisément aux abattoirs communaux de la ville. Des abattoirs qui ont évité de justesse la crise. Le départ du gestionnaire turc avait semé la panique parmi les 300 employés, mais le ministère de l'Intérieur a injecté 6 millions de dirhams, ce qui a permis de sauver ces abattoirs en attendant l'arrivée d'un nouveau gestionnaire. Les détails dans ce reportage de Faiz Shafiq avec Faisal Abrouche. Le commentaire est signé Amina Benhalak. Des journées de travail normales dans ces abattoirs. Le départ prématuré du gestionnaire turc n'a pas perturbé le quotidien des employés, car le conseil de la ville et le ministère de l'Intérieur sont intervenus à temps. Le ministère de l'Intérieur nous a fourni une aide de 6 millions de dirhams en 2 parties, ce qui nous a permis de payer les 300 employés de ces abattoirs et les sociétés partenaires. Nous avons réussi à relever un défi de taille. Un défi de taille car le mois dernier, le gestionnaire turc des abattoirs de Casablanca a rompu son contrat avec le conseil de la ville. Un contrat signé en 2008 pour une durée de 10 ans, mais la société turque a préféré tout abandonner. Le conseil parle, lui, d'une fuite pour manque de rentabilité, car les bénéfices des abattoirs ont commencé à baisser depuis 2010. Aujourd'hui, c'est la commune qui reprend les rênes en attendant le nouveau gestionnaire. Il n'y a pas eu de problème d'approvisionnement. Au contraire, la production a augmenté par rapport à la même période de l'année dernière. Les employés ont finalement été payés. Tout s'est passé normalement.
La gestion des abattoirs sera confiée à une société de développement local à Casablanca, une décision qui attend d'être approuvée. Le verdict sera rendu mercredi prochain lors de la session extraordinaire du Conseil de la ville. Santé à présent, et je vous le disais donc, Hossein El-Ouardi, le ministre de la Santé, rassure, aucun cas d'affection par le virus Ebola n'a été détecté au Maroc. Le ministre a ajouté que les autorités sanitaires marocaines entretiennent un contact permanent avec l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, ainsi qu'avec les pays qui ont enregistré une propagation de la maladie. Hossein El-Ouardi s'exprimait hier devant le Conseil du gouvernement, réuni à Rabat. Par ailleurs, le département de la santé a pris une série de mesures spéciales de vigilance sanitaire en ce qui concerne les manifestations sportives à venir, en l'occurrence la Coupe du monde des clubs et la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il faudra donc 6 milliards d'euros pour reconstruire la bande de Gaza, une reconstruction qui prendrait au moins 5 ans dans l'hypothèse où Israël lèverait totalement le blocus. C'est ce qu'indique le rapport du Conseil économique palestinien pour le développement et la reconstruction. Je rappelle que la bande de Gaza a été en grande partie détruite après la dernière offensive israélienne qui a fait plus de 2000 morts. Et on reste en Palestine, où le chef de la diplomatie marocaine est donc actuellement en visite. Salah Eddine Mezouel a remis hier à Ramallah un message du souverain au président palestinien. Il a indiqué que Mahmoud Abbas avait fait part de ses remerciements et de sa reconnaissance au roi Mohamed VI pour le grand rôle joué par le souverain pour la défense de la cause palestinienne. Il a ajouté avoir transmis les condoléances du souverain et du peuple marocain à l'autorité palestinienne et aux familles endeuillées suite à la perte de leurs filles et fils à Gaza, ainsi que les sentiments d'amitié, de compassion, de soutien et d'appui inconditionnel de notre pays. Salah Eddine Mezouel a rappelé que le royaume avait fermement condamné cette agression, la qualifiant d'injustifiée, de contraire aux valeurs humaines. Il a aussi réitéré la disposition du Maroc à contribuer pleinement à la conférence des donateurs pour la reconstruction de Gaza, à laquelle ont appelé l'Égypte et la Norvège. Et justement, à propos de reconstruction, c'est donc à Gaza que nous vous emmenons à présent, plus exactement à l'aéroport qui, même s'il n'avait pas été en service, eh bien, il a quand même été visé par les frappes israéliennes durant cette dernière offensive. Devant la tour de contrôle effondrée de ce qui fut l'aéroport de Gaza, l'ancien contrôleur aérien Anis Arafat rêve, comme beaucoup de Gazaouis, au jour où des avions décolleront et se poseront à nouveau dans le territoire palestinien. Reportage. Retour dans les ruines d'un ancien lieu de travail. Anis et Wassim étaient contrôleurs aériens pendant la courte vie de l'aéroport de Gaza. Là-bas, c'était l'entrée principale pour les voitures. Et ici, c'était le parking. Là, c'est le bâtiment principal pour les passagers. Cette partie était pour les départs et celle-là pour les arrivées. Du bâtiment principal à celui accueillant les VIP, il ne reste aujourd'hui que des traces du passé. L'aéroport a été symboliquement inauguré en 1998 par Bill Clinton et le défunt dirigeant palestinien Yasser Arafat, alors que des négociations de paix étaient en cours. À l'époque, il représentait un pas vers la souveraineté pour les Palestiniens. Mais les espoirs se sont vite évanouis. Israël a bombardé la tour de contrôle en 2001 pendant la deuxième intifada. L'aéroport n'a jamais rouvert ses portes. Quand vous voyez ce bâtiment et que vous voyez les ruines de l'aéroport Yasser Arafat, ça met les larmes aux yeux. C'est douloureux, on éprouve un sentiment de perte. Je me souviens qu'il y avait de l'herbe ici et des jardins, des roses et des jolies choses. La fenêtre de mon bureau était là. Depuis sa fermeture, l'aéroport continue d'être visé par des frappes aériennes israéliennes, y compris pendant la dernière offensive en date. Un cessez-le-feu entre Israéliens et Palestiniens a finalement été accepté après 50 jours de guerre. De nouveaux pourparlers sont prévus au Caire et l'aéroport est l'une des demandes principales de ces derniers. Israël, les forces de l'occupation doivent nous permettre d'importer les matériaux nécessaires pour reconstruire l'aéroport, jusqu'à ce qu'il redevienne comme il était avant d'être visé. Aujourd'hui, il n'existe que 2 points de passage pour les Palestiniens voulant sortir de Gaza.
un par Israël, l'autre par l'Égypte. Mais depuis le début du blocus israélien sur l'enclave en 2006, les habitants font face à de sévères restrictions dans ces deux postes frontières. Selon l'ONU, la réouverture de l'aéroport permettrait non seulement aux Gazaouis d'exercer leur liberté de circulation, mais aussi de donner un coup de pouce à l'économie. S'ils pouvaient exporter des textiles ou des biens, ce serait une super opportunité pour eux de transporter ces produits par avion. Ce serait extrêmement bénéfique. Les ruines de l'aéroport accueillent désormais des jeunes en quête de bouts de métaux à revendre, ainsi qu'une autre espèce de visiteurs. Les voyageurs, eux, n'y retourneront que si un accord est conclu pour les laisser prendre leur envol. Et dans l'actualité également, le sommet de l'OTAN qui a donc débuté hier au Pays de Galles, à Newport. Un sommet auquel participent une soixantaine de chefs d'État et de gouvernement. C'est donc la crise ukrainienne qui est à l'ordre du jour. Le président ukrainien, Petro Porochenko, a annoncé la signature d'un probable cessez-le-feu aujourd'hui à la mi-journée. Et puis autre dossier au cœur de ce sommet, c'est bien sûr la lutte contre l'État islamique. Manal Ardali. Ce sommet de l'OTAN est spécifiquement consacré à la situation en Ukraine, là où les forces ukrainiennes et les séparatistes appuyés par Moscou s'affrontent depuis des mois. En mars dernier, la crise a éclaté avec l'annexion de la Crimée par la Russie, une action rejetée par les États-Unis et les pays européens. Ils préparent conjointement de nouvelles sanctions économiques contre Moscou. Nous condamnons fermement la Russie pour ses violations répétitives du droit international. La Russie doit arrêter ses actions agressives contre l'Ukraine, retirer ses milliers de troupes et ne plus soutenir les séparatistes. Des pourparlers se tiennent aujourd'hui à Minsk en vue d'un cessez-le-feu. Les représentants de Kiev, de Moscou et de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe devront y participer. Mais le président ukrainien Petro Porochenko s'est dit prudemment optimiste quant à la proposition russe du règlement du conflit. Ce sommet de l'OTAN traite également un autre sujet majeur, la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie. La communauté internationale appelle à une action collective pour stopper les crimes commis par les djihadistes. Nous avons souligné à l'unanimité l'importance d'une action collective. Tout le monde est appelé à jouer son rôle. Nous devons assurer notre sécurité et apporter l'aide à ceux qui sont sur le terrain, comme les Kurdes. Nous avons besoin d'un nouveau gouvernement d'union nationale en Irak. Tous les pays de la région sont appelés à contribuer à mettre la pression sur l'État islamique. Entre la crise ukrainienne, l'avancée de l'État islamique en Irak et en Syrie, la situation en Libye ou encore les exactions de Boko Haram au Nigeria, le contexte international est explosif. Les pays de l'OTAN réunis depuis jeudi vont tenter de trouver des sorties de crise. Et on prend la direction de l'Italie pour terminer ce journal. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la pizza. C'est le Napoli Pizza Village qui vous le dit. L'événement accueille depuis mardi jusqu'à dimanche napolitains et touristes pour déguster le plat emblématique de la ville, concocté par des pizzaiolos bien sûr, mais aussi par des grands chefs. Voyez le reportage à Naples. Il y a les puristes et les autres, mais tous partagent la même passion, la pizza. Depuis plusieurs années, Naples consacre même un festival avec 50 pizzerias réunies sur le front de mer et un championnat à son plat historique, car c'est ici, au pied du Vésuve, que la pizza serait née à la fin du 19e siècle, tout du moins la plus célèbre d'entre elles, la margherita, composée de tomates, mozzarella et basilic, les trois couleurs du drapeau italien. C'est un pizzaiolo napolitain, un certain Raphaël, qui a créé la célèbre pizza Marguerite, en l'honneur de la reine Marguerite, en utilisant une mozzarella. Mais la pizza a des origines beaucoup plus anciennes. Disons qu'on retrouve même des origines chinoises à la pizza. Ju Yong, lui, est coréen. Il travaille comme pizzaiolo à Séoul. Comme des dizaines d'autres cette année, il concourait au prix du meilleur pizzaiolo du monde. C'est avec une pizza en forme du chapeau de Toto, l'humoriste italien le plus célèbre du XXe siècle, qu'il a tenté de séduire le jury, composé de grands chefs.
La vraie pizza napolitaine n'est pas encore très connue en Corée. Mais petit à petit, les gens commencent à en entendre parler. Je veux apprendre encore plus, m'améliorer, en apprenant auprès de mon maître, en lui demandant des conseils pour que tous les Coréens puissent prendre du plaisir en mordant dans une pizza. Et pourquoi pas atteindre un jour le savoir-faire de Gennaro Cervone. À 70 ans, ce Napolitain pur jus a débuté dans le métier à l'âge de 7 ans. C'est lui qui a ouvert le bal des leçons de pizza dispensées au Napoli Pizza Village cette année devant un parterre d'étudiants particulièrement assidus. Je suis là pour apprendre les secrets des pizzaiolos. Parce que nous la faisons à la maison, la pizza, mais il nous manque le petit secret que nous voulons découvrir ici. Il n'y a aucun secret. De l'eau, de la farine, de la levure et du sel. C'est ça le secret. À quelques tours de main et quelques ingrédients prêts. Il faut mettre une petite cuillère de sucre dans la pâte. Ça aide à donner de la couleur à la pâte durant la cuisson. L'an dernier, près d'1 demi-million de personnes sont venues déguster la célèbre pizza tricolore, une fierté que les Napolitains espèrent voir reconnue par l'UNESCO. Une demande officielle a été présentée en 2011. Pour l'Italie, c'est un symbole, au même titre que le Colisée ou Pompéi. Pourquoi pas la pizza ? La pétition espère recueillir des milliers de nouvelles signatures afin de voir la pizza napolitaine inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'humanité après la diète méditerranéenne ou encore le repas gastronomique français. C'est tout pour le journal. Qu'y a-t-il dans vos journaux de ce matin? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec la revue de presse de Taoufik Nasseri. Restez avec nous.